Bonjour à tous. Un immense merci à toute l'équipe d'organisation de m'avoir permis de parler aujourd'hui. Je ne parle pas que en mon nom. Donc, je suis Anna Mariani, je suis pédopsychiatre dans le service de Richard Delorme à Robert Debré donc au sein du centre d'excellence. Et je vais vous parler de la préindication dans les troubles du spectre autistique et les troubles précoces et sévères du neurodéveloppement sans déficience intellectuelle. Il s'agit d'une collaboration pluridisciplinaire, étant donné que ça s'inscrit avec l'équipe de neuropédiatrie et le docteur Germano, l'équipe de génétique et de cytogénétique avec les docteurs Perrin et Verlos pour la partie clinique et le professeur Alain Gottabé pour la partie cytogénétique, avec le support du professeur Bourgeron à l'Institut Pasteur. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Je vais juste brièvement réintroduire le contexte qui a largement été rappelé hier avec cette journée très très riche de ces troubles du spectre autistique qui sont des troubles extrêmement fréquents et qui sont hétérogènes, qui sont associés dans une grande large majorité des cas à d'autres troubles du neurodéveloppement, bien sûr les troubles du développement intellectuel, mais également les troubles sévères et précoces du neurodéveloppement, les troubles du développement de la coordination et des dyspraxies, les troubles déficitaires de l'attention, les troubles des apprentissages, les troubles d'acquisition du langage et les troubles complexes du développement cognitif, les fameux multidys. On peut passer à la diapositive suivante. Ce sont des troubles qui sont fréquemment associés entre eux, mais qui également présentent une trajectoire individuelle qui est extrêmement aléatoire, qu'on ne peut pas vraiment prédire, et pour lesquels des troubles psychiatriques et médicaux vont fréquemment s'y associer. Ce qui va d'une part en participer à la sévérité de présentation et d'autre part participer à cette hétérogénéité. Ça, c'était un article d'Éric Fonbonne qui montrait que finalement, d'avoir un trouble associé, c'était presque la règle, étant donné que dans plus de 2 tiers des cas, les personnes avec un trouble précoce sévère du neurodéveloppement ou un trouble du spectre autistique présentaient un trouble psychiatrique associé, allant du trouble du langage au trouble du sommeil, mais également principalement des troubles anxieux et puis avec des risques évolutifs vers des troubles plus de l'adolescent, avec des troubles schizophrènes, des troubles de l'humeur. Ce sont aussi également des troubles, encore une fois, qui sont extrêmement associés entre eux et dont la trajectoire précoce est finalement on peut la prédire, étant donné que, notamment au tout début, ce sont des troubles qui ont une symptomatologie qui peut être commune. Je pense notamment à tout ce qui va être décalage de l'apparition du langage ou des anomalies motrices qui sont finalement assez peu spécifiques de chacune de ces entités, quels que soient les troubles du fonctionnement intellectuel, les troubles du spectre autistique ou les troubles moteurs isolés, et dont, en suivant la trajectoire, va voir apparaître des spécificités liées à chacun des troubles. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ce sont, merci, des troubles avec des déterminants multiples et de nombreux facteurs ont été associés, et ça a déjà été largement expliqué hier. Effectivement, ce sont des troubles avec des mécanismes multifactoriels qui font, ce sont leurs déterminismes. Bien sûr, il existe des formes monogéniques qu'on commence à mieux comprendre. Je pense notamment aux délétions 22 Kutter, au syndrome de Phelan-McDermid, dans lesquels des mutations très pénétrantes de novo peuvent être à l'origine de ces troubles. Et c'est ce qu'on peut voir aussi également dans le schéma en bas à droite de la slide, où on voit qu'un enfant est atteint à cause de cette mutation très pénétrante de novo. Mais on voit aussi d'autres cas où finalement la compréhension des mécanismes impliqués dans ces troubles, elle n'est pas liée à une mutation forte pénétrante de novo, mais à une mutation dite héritée, ou plusieurs mutations, voire à une constellation de SNP. Et ça a été largement dit par M. Boxbaum hier, qui parlait de l'implication maintenant des variants nucléotidiques dans les troubles. Alors bien sûr, associé à cette présentation et à cette hétérogénéité de possibilités génétiques, s'associe
des causes environnementales qui sont connues, notamment les affections anténatales, les expositions à certains toxiques, la grande prématurité et notamment les petits poids de naissance, et puis les accidents ischémiques hémorragiques. Ce qui est extrêmement déroutant, c'est de savoir que ces troubles et ces origines, qu'elles soient environnementales ou génétiques, peuvent être à l'origine, bien sûr, de troubles du spectre autistique, mais également d'autres troubles dans le champ du neurodéveloppement. Et que pour une même étiologie retrouvée, on va pouvoir retrouver des personnes avec des présentations cliniques qui sont extrêmement différentes. L'ensemble des combinaisons peuvent donc se retrouver à la fois chez les TSA, mais aussi chez des personnes présentant d'autres troubles de neurodéveloppement. Et c'est vraiment ces gènes responsables associés à ces facteurs et ces présentations cliniques, l'ensemble va nous permettre, la compréhension de ce qui va lier tous ces éléments est encore assez parcellaire. Diapositive présente, s'il vous plaît. Donc, l'objectif de la préindication, c'était de mieux évaluer l'impact des variations génomiques, étant donné que pour l'instant, dans une large majorité des cas, en pratique clinique, les investigations génétiques étaient principalement faites dans les troubles du spectre autistique dits syndromiques ou avec troubles du fonctionnement intellectuel sévère ou profond, comme l'a dit Monsieur Mignot tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on partait soit d'analyses ciblées avec parfois donc, l'accès aux puces ADN, voire au panel et au exome, et ça avait un rendement diagnostique, on va dire 30 à 40% des cas. Pour les troubles du spectre autistique non syndromiques ou qui n'auraient pas été associés à une déficience intellectuelle profonde, la recherche nous dit autre chose et montrait que finalement le rendement diagnostique en clinique était assez faible, alors que finalement l'utilisation du séquençage à haut débit semblait montrer bien sûr un intérêt important et permettait aussi de détecter des CNV de petite taille, des insertions de lésions qui pourraient être délitères, de nouveau ou héritées, et puis l'accès à ce fameux score de risque polygénique qui a été déjà évoqué ce matin. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, bien sûr, il y a des objectifs et des bénéfices attendus très importants et très particuliers dans cette préindication, qui est d'offrir une expertise génétique de haut niveau aux populations, de diminuer les coûts liés à l'errance diagnostique par la multiplication des consultations, et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par mes prédécesseurs, notamment monsieur le professeur Morel, et d'éviter les réévaluations et des avis complémentaires. Et on voit cet article de Moreno de Luca de début 2020 qui dit que finalement, en population clinique, il y a un accès assez faible au diagnostic étiologique. Cet accès assez faible au diagnostic étiologique, il est probablement lié à plusieurs freins. Les freins sont très probablement déjà un manque d'éducation du public, un manque de connaissances aussi encore d'une partie de la communauté médicale, et puis peut-être aussi des moyens financiers et d'accès à ce type de possibilités. Et puis ce frein encore qu'il y a entre cette différence qu'il pourrait y avoir entre l'accès au diagnostic et puis les traitements qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire qu'il y a encore vraiment ce gap entre il y a un traitement et il y a un diagnostic. Diapositive suivante, s'il vous plaît. L'objectif, pour revenir sur cette préindication, c'est bien sûr de pouvoir détecter et estimer un risque individuel avec les détections des CNV et des SNV en monogénique et en multigénique. Et les études les plus récentes montrent évidemment que l'utilisation du whole genome sequencing permet une augmentation du rendement diagnostique et bien sûr une meilleure estimation du risque, ce qui, dans l'idée pour les familles, permettrait une prise en charge plus précoce. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des maladies aux facteurs de risque et au déterminisme qui est encore multiple, qui sont fréquemment associés. Et ce que montre la littérature, c'est que plus on met des familles à la disposition de la science, plus on implique les familles, plus on a découvert de gènes. Et ça a été aussi largement dit hier, ces gènes n'étaient pas toujours spécifiques des troubles du spectre autistique. Ils étaient également impliqués dans d'autres pathologies du neurodéveloppement, dans d'autres pathologies psychiatriques et également dans l'épilepsie.
il y a des gènes causaux forts et très probablement, et ça a été largement dit hier par les professeurs Sanders et par le professeur Boxbaum, que ces gènes entre eux interagissent et que très probablement l'action d'un gène va être médiée par l'action d'autres gènes. Ce qui est certain, c'est qu'en utilisant et en faisant participer plus de familles à ce diagnostic, on va pouvoir mieux comprendre comment ces différents patients, comment ces différents gènes interagissent entre eux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On est en plus face à des troubles qui ont une très haute héritabilité. On sait que dans l'autisme, l'héritabilité est extrêmement élevée et donc bien évidemment, l'accès au séquençage en trio va permettre d'intégrer le pattern génétique hérité. Alors ça, on le voit dans des papiers récents de troubles du spectre autistique. Et comme cela a été évoqué tout à l'heure, effectivement, dans d'autres troubles, notamment en cancérologie et en cardiologie, on commence à se servir pour les thérapeutiques des scores de risque polygénétique pour mieux prévenir, prédire de l'impact potentiel de certains traitements. Diapositive suivante. Et ça a été vu, l'impact de certains traitements, notamment dans une étude récente qui a essayé de voir quelle était l'influence du risque polygénique sur les groupes d'habileté sociale. Et ça avait montré notamment que plus il y avait un risque associé à l'hyperactivité, plus on pouvait prévoir l'amélioration et l'impact de ce groupe d'habileté sociale. Il y a aussi ce papier de 2020 qui essaie de mieux comprendre comment on peut utiliser le score de risque polygénique pour comprendre les phénotypes chez les patients qui ont des délétions 22q11. On sait que chez ces patients, c'est fréquemment associé à des troubles du neurodéveloppement, à des troubles du spectre autistique, mais également à des troubles du spectre schizophrénique. Or, ce n'est pas systématique. Pourquoi chez certains patients qui ont ces délétions, il y a une évolution vers les troubles schizophréniques et chez pas d'autres, c'est tout l'enjeu de mieux comprendre à quel point les scores de risque polygénique et le background génétique va jouer sur la pénétrance, sur l'explication, en tous les cas, des délétions dans ces régions. Enfin, il y a cet article qui est paru très récemment, là, c'était vraiment tout de 2021, qui disait que finalement, l'accès systématique à des larges cohortes permettait vraiment de mieux impliquer les familles et ils pouvaient vraiment être sensibilisés à ce type d'outils et que plus on faisait participer les familles, plus il y avait un enjeu et c'est ce qui a été largement dit tout à l'heure par Monsieur Morel, c'est que plus on fait participer les familles, plus on les rend acteurs et plus ils sont acteurs, plus eux, ils nous aident également, je pense, à mieux comprendre ce qui fait le déterminisme des troubles. Diapositive suivante. Voilà, cette introduction, ça permet de dire que finalement, c'était très important qu'on puisse avoir accès dans le champ des troubles du spectre autistique à la préindication. Cette préindication, elle va s'organiser bien sûr, comme pour toutes les autres préindications, sur des critères, d'un circuit qui s'appuie sur une organisation qui est déjà en place à l'hôpital Robert Debré, avec une RCP locale qui sera pré-test et qui se réunit mensuellement, avec au minimum un médecin généticien clinicien, un pédopsychiatre, un neurologue, et puis il y aura bien sûr un biologiste cytogénéticien. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Avec des critères bien sûr en amont et en aval pour gérer les indications et ses résultats. Il y aura donc des kits de prescription, et ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Et puis en amont, des critères précis, parce qu'effectivement, et ça a été largement dit hier, c'est important d'être dans le phénotypage précis. Hier, on a entendu parler de deep phenotyping, et on est vraiment dans ce contexte-là. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est pour ça que pour ce kit de prescription, il y aura des critères de préindication avec une RCP d'amont dite light, mais qui seront un prérequis indispensable à la prescription. D'un point de vue biologique, en parallèle du séquençage, sera proposé de façon systématique, bien sûr, qu'il y ait un XFRA négatif et une ACPA qui sera lancée en parallèle pour rechercher des CNV de grande taille, étant donné que maintenant, on a facilement accès à l'ACPA. Sur le plan clinique, on a préparé une fiche d'évaluation qui devra être remplie avec des critères extrêmement stringents
Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ces critères stringents, alors là, la fiche, on ne la voit pas très bien, mais je vais vous expliquer. C'est bien sûr d'être certain qu'il y a bien un diagnostic du trouble du spectre autistique, parce que malheureusement, effectivement, pour l'instant, il y a encore des endroits où le diagnostic de trouble du spectre autistique est partiellement posé. On aura bien sûr tous les critères de troubles du neurodéveloppement précoce et sévère, parce que l'indication, elle concerne et les troubles du spectre autistique et les troubles sévères et précoces du neurodéveloppement sans troubles du fonctionnement intellectuel. Il faudra bien sûr pouvoir avoir des éléments psychométriques, connaître les éléments qui font le fonctionnement adaptatif et puis connaître les critères des autres troubles du neurodéveloppement qui pourraient être associés, en particulier les troubles hyperactifs déficit à l'attention, les troubles moteurs et les troubles spécifiques du langage. On cherchera aussi à savoir pour des aspects bien sûr longitudinaux, s'il y a des troubles psychiatriques associés, des troubles aussi de type épileptique, avec un recueil de l'histoire familiale compte tenu de l'héritabilité et du fait que ce sont des troubles qui ont une récurrence intrafamiliale extrêmement importante. Et on sait que le risque d'avoir un autisme dans la famille et qu'il y ait une récurrence dans la famille est d'autant plus important qu'il y a un partage génétique. Donc, ce sera vraiment des questions qui seront posées de façon précise. Diapositive suivante. Pour le kit de la RCP d'aval, c'est encore en cours d'élaboration. Diane Gozlan et le professeur Anne-Claude Tabet sont en train de préparer la liste des référents biologistes qui pourraient participer à l'interprétation de ces variants. Avec le soutien de l'équipe du professeur Bourgeron à l'Institut Pasteur, il y a un kit pour les RCP d'aval qui est en cours de préparation avec une liste de gènes qui permettront qui seront recherchés et qui permettront de comprendre quel est l'impact de ces variants dans le déterminisme des troubles et le calcul du score de risque polygénique. Donc ça, c'est en cours d'élaboration. C'est une préindication, encore une fois, qui est très particulière, étant donné que c'est une des seules préindications pour lesquelles il y a un enjeu à la fois clinique et un enjeu qui a été officiel sur l'aspect recherche. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il y a eu un planning prévisionnel qui a été établi c'est vrai qu'en 2019, on a déposé le dossier. On a finalement obtenu la préindication lors de la deuxième campagne l'été dernier. On a déjà, depuis janvier 2021, commencé à organiser nos RCP et préparer à travers la France la liste des RCP qui participeront à l'élaboration qui participeront à cette préindication, à la fois sur la plateforme Sequoia et à la fois sur la plateforme Auragène. On a fait notre première RCP en local. On espère qu'on sera très nombreux à y répondre. Je vais bien sûr faire diffuser ces fiches de préindication et me rendre disponible pour toute personne qui souhaiterait avoir des questions, qui souhaiterait pouvoir participer. Je pense que la plupart des centres experts, des centres de référence maladies rares ont été contactés. Encore une fois, l'objectif, et ça a été dit tout au long de la journée, hier et aujourd'hui, c'est de mieux comprendre la trajectoire pour ces patients et leurs familles, comprendre l'hétérogénéité de ces patients, quel est le déterminisme de ces troubles, pourquoi dans une même famille, il y a une récurrence aussi importante des troubles du spectre autistique, mais également d'autres troubles du neurodéveloppement. Qu'est-ce qui peut prédire l'apparition d'un nouveau trouble? Qu'est-ce qui peut prédire l'apparition d'un trouble psychiatrique? Et de mieux comprendre le lien entre le phénotype et le génotype. Bien sûr, ça pourra nous permettre, bien sûr, de faire de la médecine ciblée à partir de la biologie, mais également, si possible, d'être en amont de l'apparition de troubles psychiatriques qui pourraient apparaître. Ça, c'est la médecine sur mesure de demain, comme dirait Thomas ou Richard. Et voilà, j'espère qu'on sera nombreux, qu'on va pouvoir mettre en France les familles à disposition de leur
voilà, plus on prendra les familles acteurs des soins, plus on les impliquera, plus je pense qu'ils comprendront cet enjeu-là, qui est à la fois clinique, mais bien sûr, voilà, qui est l'enjeu de la médecine de demain. Je crois que c'est encore une diapositive. Je voudrais vraiment remercier tout le monde pour l'organisation, bien sûr. Je remercie les équipes de l'Institut Pasteur, du Centre d'excellence et de Robert Debré, des CRMR. Et je me rends disponible pour toute question, soit aujourd'hui, soit plus tard, par échange mail ou téléphone. Merci beaucoup.